Nicolas Domenach et Éric Zemmour, sur quoi vont-ils se disputer cette semaine? C'est le dernier Ça se dispute de l'année. Soyez les bienvenus. On a décidé de revenir sur les images marquantes de cette année 2011. Assez riches, donc elles ne vont pas forcément toutes y être. Bonjour à tous les deux. Allez, un visage d'abord. Eh bien, c'est celui de Dominique Strauss-Kahn. 14 mai dernier, arrestation de celui qui était présenté comme le favori de la présidentielle pour une affaire d'agression sexuelle. On ne l'entendra en interview qu'une seule fois, après ce scandale du Sofitel et avant celui du Carlton. Est-ce que c'était une faiblesse? Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse. Je crois que c'est une faute morale. Et je n'en suis pas fier. Et je la regrette infiniment. Je l'ai regretté tous ces jours, au long de ces 4 mois. Et je crois que je n'ai pas fini de la regretter. Et effectivement, ça résonne encore de façon encore plus particulière après tout ce qui s'est passé ensuite sur l'histoire du Carlton. On a peine à y croire ce qui s'est passé cette année pour Dominique Strauss-Kahn, encore aujourd'hui. On a peine encore, c'est vrai, à y croire. Et à mesure, on a du mal d'ailleurs, enfin pour moi, à mesurer toutes les répercussions. Je crois que personne ne sait encore au fond dans notre inconscient collectif ce que ça peut représenter. D'ailleurs, sur quel plan? Sur le plan d'une histoire qui commence en DSK et qui finit en dodo la saumure, quoi. C'est-à-dire un destin formidable promis à un homme et à une nation. En tout cas, il y a un moment d'identification, il y a une surface projective du patron du FMI. On l'imagine, on voit les sondages s'enflamment parce qu'on se rêve, la gauche se rêve à nouveau en respectable et respecté, inventant une sortie de crise. Pas Zemmour, on lui reconnaîtra ça, il a toujours été sceptique devant le grand capital. Mais en tout cas, je décris quand même quelque chose, je crois, qui a eu lieu. Et voilà. Et du coup, on a vu tomber cet homme comme les tours du World Trade Center d'une certaine façon, et en même temps des espérances qu'on avait mises en lui. Voilà, on voyait cette chute de corps se produire quasiment céleste et se retrouver une attraction terrestre. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas mesuré encore tout ce que ça représentait, parce que je crois dans nos tréfonds, ça fait bouger des choses. Et alors journalistiquement, c'était une interpellation terrible aussi, parce que il y a des choses qu'on n'a pas vues. Pourquoi ne les a-t-on pas vues? Cette double vie, fallait-il l'avoir, etc. Tout ça est très dur à trier, voilà. Éric. Je suis pas du tout... Non, mais je suis pas... Non, mais j'écoutais attentivement, parce que Nicolas a raison, tout ce qu'il décrit a existé, a eu lieu. Je fais pas du tout un procès en chimère, comme je fais parfois, pas du tout. Mais, alors, je me sens... totalement étranger. Exactement. Totalement étranger à tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire que je suis étranger à la première partie, c'est-à-dire que d'abord DSK ne m'a jamais fait rêver, et j'ai toujours pensé, Nicolas a la gentillesse et l'honnêteté de le reconnaître, qu'il incarnait tellement les élites mondialisées, vous vous souvenez, Maya, suffisamment parlé, qu'il s'effondrerait en campagne. J'ai toujours pensé ça. C'est vrai. Et alors maintenant que je sais ce que je sais, ou plutôt que sont sorties les choses qu'on me disait en catimini et que je gardais pour moi. Entre parenthèses, moi je n'ai pas du tout d'état d'âme non plus sur la deuxième partie de Nicolas. Je pense que je n'ai pas à raconter en tant que journaliste la vie privée des hommes politiques. Donc parenthèse fermée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, il me semble que j'ai compris la mécanique, c'est-à-dire que si, je vous fais part de ma grille de lecture et de mon analyse des événements, je pense que en fait Nafissatou Diallo a cassé un coup absolument magnifique préparé à l'Élysée et qui était dodo la saumure. On en est d'accord là-dessus. Alors c'est bien le seul point. Ouais. Alors là, le piège était là. Eh mais oui. Oh là, mais c'est extraordinaire. Mais oui, le piège, il était pour janvier. Voilà. Cet imbécile là, en faisant elle, en tombant. Alors là vraiment, elle gâche tout. C'est honteux. C'est du gâchis, cette histoire. Moi, je vous le dis, on ne dira jamais assez de mal de Nafissatou Diallo. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne soit pas aussi évident que cela maintenant qu'on sait ce qu'on sait, à savoir que la police, le ministère de l'Intérieur était au courant bien de sûr, tout et que c'était côté prêt lillois sur la table. De la double vie de Dominique Strauss-Kahn. Effectivement, ils attendaient son sacre comme bien sûr. Bon, voilà, c'est très bien, on est pour à ce moment le dégringoler. On est d'accord là-dessus. Donc voilà. Donc, sans le savoir, j'avais raison. Oui, toujours. Mais Merci. en l'occurrence, bien sûr. Voilà, après, on peut mettre quelques. C'est pour finir l'année en beauté. Voilà. Mais là où tu t'es trompé, où ça a quand même un effet sismique fort,
c'est qu'il s'est pas effondré en campagne. Ça aurait dit, ah non, mais c'est Nafissatou Diallo. Et voilà. Et je ne pouvais pas prévoir ça. Non, mais c'est terrible ce que ça révèle. Certains ne savent pas. Sur les magouilles, sur les petites histoires, vous le savez, mais sur les pièges tendus, les dossiers qui doivent sortir. Il va falloir. Vous êtes une enfant. Non, mais non. Ah, mais vous n'êtes pas une enfant, là. Mais c'est. Mais non, mais c'est. On le savait, mais ce que ça révèle au grand public. Sous la Renaissance à Florence, ma chère Maya, il y avait déjà la même chose et ça se finissait à coups de couteau. Non mais Éric Zemmour sous Richelieu, ma chère Maya, c'était la même chose. Ce que je veux dire, ça va pas changer des pratiques à long terme. Ça va rien changer. Éric, ne faites pas du Doménac. Je joue la naïve. Parce que voilà, encore vous avez la beauté et la jeunesse que n'a jamais eu de Doménac. Donc au moins c'est déjà ça. Mais je laisserai passer ce passage polémique qu'on gommera au montage. Mais non. Éric, vous êtes peut-être omniscient, mais quand même, on ne savait pas tout ce qu'on apprend jour après jour qui, moi, me laisse pantois. Pardon, je ne savais pas qu'on pouvait avoir une double vie à ce point-là. À partir du moment où les vertus prônées sont en contradiction radicale avec la pratique, eh bien, il y a du rôle du journaliste, eh bien, de s'aventurer sur ces plates-bandes-là, même si c'est délicat, même si on peut crier intrusion dans la vie privée, parce qu'elle n'est plus privée. Je veux dire, quand l'homme qui s'étale avec sa femme et dit on forme un couple modèle et fait un film en montrant sur les chaînes, voilà que au fond il est le modèle qu'on va porter à l'Élysée. S'il y a contradiction, on doit parler de sa vie privée. Tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire puisque tu en savais plus que moi, de l'évoquer. Doménac, c'est du puritanisme. La conséquence, c'est que c'est du puritanisme. On est passé d'une primaire de confirmation à une primaire d'opposition. Est-ce que les primaires, justement, ce dispositif-là, ça restera un des grands succès de 2011 ? Mais il n'y a pas eu de primaire de confirmation, mes chers. Non, justement. Non, mais d'opposition, je veux dire. Puisque Hollande a remplacé Strauss-Kahn comme vainqueur des sondages et donc par les sondages. Il n'y a pas eu, il y a eu un affrontement factice. Sur le système lui-même des primaires, c'est le succès ou pas ? Ça a été un grand succès de la gauche qu'Éric Zemmour, qui est omniscient, n'avait absolument pas prévu. Il avait même dit que ça serait une catastrophe. J'ai jamais dit ça. Quasiment. Il se souvient que des choses qui se sont produites, il avait annoncé. Les autres, quand elles le contredisent, il a oublié. Oui, ça s'appelle la mémoire sélective. C'est tout à fait normal. Elle fonctionne à plein avec toi, parce que quand même, tu nous avais dit que ça pouvait pas marcher, que de toute façon... J'ai jamais dit que ça pouvait pas marcher, Nicolas. Il y a quand même eu un processus qui a permis, au fond, près de 3 millions de sympathisants se sont intéressés. On a redémontré que les Français étaient passionnés de politique et qu'au fond, ça donnait un élan, saurait-il en profiter, c'est autre chose, formidable à celui qui, effectivement, a bénéficié des sondages. Nicolas. Mais les sondages n'ont pas été tout. C'est là où je te conteste. Non, mais d'accord, ils n'ont pas été tout, mais finalement, ils n'ont rien changé quand même. Je veux dire, la campagne n'a rien changé au sondage. C'est quand même curieux. Non. Moi, je suis d'accord avec toi. Encore une fois, tu décris quelque chose qui existe. Je suis d'accord avec toi, mais on n'en tire pas les mêmes conclusions. Non. C'est ça. Donc moi, je ne critique pas, je ne conteste pas ton analyse. Ça a existé, tu as raison. 2 millions ou 3 millions de gens sont allés aux urnes, très bien. Mais il n'empêche que finalement, le résultat final, c'est que le remplaçant des sondages a gagné. Les Français avaient choisi. Voilà. Un mot du crash de Ségolène Royal, quand même, parce que ça aura été aussi un des enseignements de la primaire. Non. Je vais encore dire que je l'avais pas vu. Alors voilà. Enfin, je l'avais pas vu. Alors là, vous pouvez pas dire au moins. C'est vrai que ça a été un moment. Je pense que moi, qui suis un humaniste, comme le rappelait Eric, c'était un moment, un moment très très touchant. D'autant plus que je crois qu'elle ne l'avait honnêtement pas prévu, pas anticipé, alors que on voyait bien qu'il y avait plus cette résonance qu'elle. Malgré elle appartenait à une histoire passée et au fond, elle a eu le poids de la défaite qui lui est resté accroché sur elle et qu'elle ne pouvait pas s'en défaire. Même si elle a fait des c'est pas le poids de la défaite. Les Français ne l'ont jamais vue en présidente de la République. C'est tout. Faut être honnête. Allez, même les électeurs de gauche, disons qu'une grande partie des électeurs de gauche qui votaient pour elle ne la voyaient pas en présidente. Disons qu'une grande partie des hommes français, dont certains modèles présents sur le plateau en face de moi, n'ont absolument pas pu concevoir qu'une femme pouvait accéder à la présidence de la République. Et voilà, il se gausse, mais il se gaussera pas éternellement. Il y aura bien un moment où l'histoire changera. J'espère bien. Le président de la République, justement, regardez cette image de Nicolas Sarkozy en 4. On va revenir sur l'année du chef de l'État, qui était celle de la reconquête, de la représidentialisation. On le voit ici en photo seul. Ça résume bien la fin d'année pour Nicolas Sarkozy, cette photo ?
Oui, il y a quelque chose de plus vertical que l'horizontalité dont il a fait preuve. Voilà. En 2007, tu veux dire? Voilà, oui, bien sûr. En 2007, quoi. C'est plus l'homme qui court partout. Non, c'est le roi. Non, mais bien sûr. Il joue au roi, en tout cas. Il essaye, en tout cas. Il a cherché à passer le costume. C'est une rude bataille qui s'engage. Hein. Franchement, la plaisanterie mise à part. Ouais. D'abord, je pense qu'il n'effacera pas les dégâts qu'il a... Enfin, un point d'accord. Non, c'est vrai. Il a imprimé très profondément. Absolument. Et je crois me souvenir qu'Éric détestait quand j'évoquais le président des riches. Mais c'est parce que pour moi, c'est pas ça l'important. Tu vois? Non, mais sérieusement, pour moi, c'est la désacralisation de la fonction. Oui, mais je pense que c'est pas le président... Je pense que le fric ne doit rien avoir avec... Voilà, ça, je suis d'accord. Mais moi, de manière ravageuse. D'accord. Et qu'il n'a pas compris chaque fois qu'il disait je vais gagner du fric, à ta critique de gauche... Je faisais une critique plus maurassienne, qui était, il a désacralisé la fonction. Je pense qu'elle est plus importante que la critique de gauche. Et même si la critique de gauche est inclus dans la critique totale. D'accord, bon. Deuxièmement, il y a le va-tout qu'il joue. On a bien compris, tactiquement, je pense qu'on sera d'accord. C'est-à-dire qu'il joue son va-tout paradoxal. Mais sur la crise, c'est-à-dire, puisque la crise doit... renverser tous les pouvoirs en place et que donc j'ai perdu d'avance, autant en faire on est d'accord là-dessus, autant en faire un atout en disant, vous voyez, il n'y a que moi qui peut vous sauver de cette crise et qui a les mains, qui sait gérer cette folie, etc. Bon. Maintenant, on voit que ça a marché un petit peu, on peut dire ça. Je sais pas comment on peut dire, là on joue les climatologues, mais voilà, ça a marché un petit peu. Moi, si vous voulez, il a un vrai problème, c'est que il a gagné en 2007 en réconciliant l'électorat du oui, qui avait voté oui à la Constitution en 2005 et qui était libéral, européen, mondialisé, pour parler vite, le cercle de la raison, comme disait Minck, qui était un des plus hauts représentants de ce camp-là, avec une partie des gens qui avaient voté non, qui écoutaient la petite musique écrite magnifiquement par Henri Guénaud et qui était le camp du non. Il a réussi de façon admirable, habile en tout cas, la réconciliation des deux. C'est pour ça qu'il a gagné en 2007. Le problème, c'est qu'il essaye de recommencer la même opération en 2012 et je crains que cette fois-ci, cela ne marche pas. Sauf que... Nicolas, c'est fichu pour vous? Sauf que je m'arrête là vraiment, si Nicolas me permet. Je pense que autant Hollande joue sur l'anti-sarkozysme, autant Sarkozy peut compter sur une possible déréliction de Hollande, qui me semble pas un grand candidat. Voilà. Donc, voilà. Non, alors il y a plusieurs choses. On a quelques points d'accord. Donc parce que c'est sur l'analyse. Sur l'analyse, parce qu'effectivement, le monarque qui s'est abaissé en jogger avec NIPD, c'était pas possible. Je maintiens que l'argent, le culte de l'argent n'est pas convenable dans ce pays. Dire qu'il y a une tradition française aussi que le roi qui guérit les écrouelles. Et c'est un révolutionnaire qui vous parle, mais oui. De gauche progressiste, mais qui veut changer le monde. Exactement. Et que le roi qui guérit les écrouelles et qui s'attarde devant les manants peut pas. Comme là, la tradition de la France te plaît. Oui, mais parce que c'est lié. Je veux dire, et je pense que c'est de gauche aussi fondamentalement que la gauche n'a pas compris ça et que c'est un de ses drames. Ça, c'est vrai. Mais ça, on se retrouvera là-dessus. Alors, il a réussi à stopper l'hémorragie en arrêtant de zonzonner, donc de courir partout et en se montrant dans certaines occasions plus président. Mais bon, il veut effectivement, là, je crois qu'Éric a raison, il veut retrouver un syncrétisme, une stratégie qui peut lui permettre de refaire ce grand écart. Sauf que entre-temps, il a exercé le pouvoir. Et que donc, chaque fois qu'il nous fait une nouvelle démonstration de compassion à l'égard des victimes, de volonté de bouter les immigrés illégaux hors de France, on se retourne vers lui. Et je prends que ces exemples-là qui plaisent à Éric, mais on pourrait en prendre d'autres sur l'argent que n'ont pas les Français en travaillant. Il ne peut plus rien dire parce qu'il est renvoyé à son bilan. Donc, je crois alors que fondamentalement, ce qui faisait le sarcasme est effondré de ce fait même, puisqu'il n'a plus ses points d'appui. Donc, je pense qu'il ne peut pas gagner, sauf si, et c'est là, sauf si Hollande n'est qu'une promesse.
Et la promesse, elle doit tenir le choc de l'épreuve. Alors, quelles vont être les épreuves janvier-février? Ça va être des épreuves de ces mots confrontés aux réalités de la crise, de la récession, etc. C'est là où on va voir. Et puis, le fait que le Parti socialiste peut faire battre son candidat, c'est tout à fait dans leur corde. Et justement, la crise, on en parle. Est-ce que la crise peut tout changer? C'est le 3e chapitre qu'on a voulu développer aujourd'hui. Cette crise qui a tout bouleversé, tout balayé en Europe, c'est elle qui peut décider du nom du futur président, la crise? Déjà, partout en Europe, vous avez vu, c'est les agences de notation qui défont les gouvernements et qui même les font. Parce que vous avez remarqué qu'en Belgique, ils ont imposé un gouvernement à un pays qui n'en avait plus depuis 500 jours. Et c'est le monde à l'envers. Donc, effectivement, normalement, alors là, Nicolas a raison, normalement, Sarkozy a perdu. Là, c'est logique, au moins. Maintenant, je pense que la crise aussi, c'est l'échec de toute une idéologie, ça s'appellera moins à Nicolas, de toute une idéologie depuis 20 ans, 30 ans. Je vous rappelle la campagne de Maastricht qui nous expliquait que l'euro nous protégerait, que l'euro nous permettrait la croissance, et que tous les gens qui disaient le contraire étaient des imbéciles et ne méritaient pas de vivre et de faire de la politique, dixit Delors. Donc il faut se rappeler de ça quand même. Donc c'est l'échec de toute une génération, qui a porté ça, à droite comme à gauche. C'est d'ailleurs pour ça que on ne sait pas ce que va donner Marine Le Pen dans cette campagne électorale, parce qu'elle justement elle incarne l'opposition à cette idéologie-là. On ne sait pas ce que va donner Mélenchon, qui lui est moins pur, si j'ose dire, là-dedans, puisqu'il a un peu gouverné avec Jospin, qu'il était au PS, etc., qu'il ne parle pas de tout dans sa... Mais au moins, il a pris une position très hostile. On ne sait pas. Je pense que là, il y a un combat entre l'opposition classique droite-gauche, qui est, à mon sens, erroné, largement falsifié aujourd'hui, et le vieux clivage né à Maastricht entre le oui et le non, qui est en train de se reconstituer dans la bataille contre l'euro, contre pour la démondialisation, etc. 2012, elle va nous amener où cette crise? On ne sait pas, on ne sait rien, on est paumé. Et là, on a... Il nous reste 30 secondes. On a un point d'accord avec Eric, alors je vais aller très vite, c'est que la crise n'est pas seulement une crise de la dette. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un président de la République qui soit ministre des Finances ou du budget. Du budget, voilà, exactement. Il faut dépasser ça. Simplement, on n'a pas la même analyse. Il faudrait toute une émission là-dessus, parce que moi, je pense que c'est une crise économique, sociale, culturelle, psychologique, dire de la peur, que le président de la République nous parle de peur aujourd'hui. Ça fait partie de cette crise-là. Donc, il faut réinventer un projet qui n'oppose pas, comme l'a fait Sarkozy, les Français les uns aux autres, mais qui soit un projet collectif. C'est-à-dire qu'il y en a ras-le-bol d'avoir les immigrés, les travailleurs d'un côté, les travailleurs, les chômeurs de l'autre, etc. Il faut trouver un projet commun. Et c'est à partir de ce projet commun, c'est pas seulement l'Europe contre la mondialisation ou la France contre... c'est un des éléments. C'est le sujet. Et oui, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est plus profondément... bon, voilà, vous nous faites... Pardon. Juste en un mot, ça a été le carton de l'année. Indignez-vous, Stéphane Hessel. Si 2011 a été l'année de l'indignation, 2012 sera l'année de quoi? L'auteur de chevet d'Éric Zemmour. On va dire, grâce à lui, il atteint 2,1 millions lecteurs. C'était lui. 2012, année de quoi alors? Si c'est pas celle de l'indignation, ce sera quoi? C'est l'année de l'indignation, mais l'année de la vacuité érigée en modèle de pensée. Bon allez, on arrête là. Merci Je suis pas beaucoup. D'accord, hein. Pas du tout. Merci beaucoup à tous les deux. Comme c'est la dernière de cette dispute, on va en profiter pour remercier Déborah James Madja, Stéphanie Gavillier, sans qui ces disputes ne pourraient pas avoir lieu toutes les semaines. Merci aux équipes techniques et on se retrouve bien sûr en 2012. Passez tous de très bonnes fêtes. Merci à vous.